Non mais Netflix, pendant le confinement, t'as lancé l'application ou pas? Parce que c'était down. Nada, y a rien qui marchait. Ouais, ça me semble logique. Beaucoup de personnes ont dû passer le temps en regardant des séries, des films ou des documentaires. Ça veut dire beaucoup de connexions et donc surcharge des serveurs. Non mais c'était évident que les serveurs allaient être surchargés. Ils n'auraient pas pu penser à mettre un serveur plus gros. C'est pas compliqué de faire une application qui fonctionne tout le temps. Bon, déjà, il y a eu très peu d'indisponibilité, et uniquement sur quelques régions du globe. Et tu penses vraiment que ce n'est pas compliqué? Faire une application qui fonctionne parfaitement tout le temps, c'est tout sauf pas compliqué. C'est même totalement impossible. Mais c'est super intéressant comme sujet de comprendre comment fait une application pour s'adapter au crash. On appelle ça la résilience. On a déjà parlé rapidement dans une autre vidéo, juste là, et je te conseille aussi de regarder ou re-regarder la première partie de comment fonctionne Netflix, ici aussi. Pour commencer, il faut d'abord définir ce qu'est la disponibilité d'un service. Le temps de disponibilité, c'est le temps où un service est accessible sur une période donnée. Souvent, on parle de mois, voire d'années. Et c'est totalement impossible de garantir une disponibilité de 100%. Ah mais bah bien sûr que si. Il suffit d'être un bon développeur. C'est évident. Non, parce que tout est directement lié. Tu as beau avoir l'application la plus parfaite au monde, en ayant correctement géré tous les cas d'erreur possibles, mais il y a des facteurs qui impactent ton application et qui ne sont pas dépendants de toi. Qu'est-ce qui se passe si le disque dur rend l'âme? Ou s'il y a un feu dans ton data center? Ou plus probable, le fournisseur d'accès qui permet à ton service d'avoir accès à Internet, bah lui il plante. Et même au-delà de ça, c'est impossible de penser à tous les cas d'erreur. Comme l'a mentionné Warren Vogel pendant une conférence, tout va finir par planter, c'est un fait. Donc vu qu'on ne peut pas prévoir, on s'engage sur un temps de disponibilité. On parle alors de X9, c'est un nombre de 9. 2,9 c'est 3,65 jours d'indisponibilité par an, 3,9 c'est 8,76 heures, 4,9 c'est 52,7 minutes et 5,9 c'est 5,27 minutes. La plupart du temps, on essaye, avec beaucoup de difficultés, de s'approcher des 4,9. Ah mais c'est tout, 52 minutes par an? Ça va, c'est 4 minutes par mois. C'est rien, c'est acceptable hein. Oui, sauf que si les 52 minutes par an tombent pendant la dernière heure pour déclarer tes impôts, c'est déjà arrivé, ben là tes utilisateurs ne sont pas satisfaits du tout. Alors, comment fonctionne la résilience? Pour ça, on va reprendre les bases. Imaginons qu'on veuille redévelopper Netflix from scratch. Il y a l'application mobile, mais on ne va pas s'en occuper. On va juste parler du serveur hébergé sur AWS. On appelle ça le back-end. C'est ici qu'on va recevoir les milliers, voire les millions de connexions simultanées. C'est le serveur qui communique avec la ou les bases de données pour mâcher intelligemment l'information et la renvoyer dans le format voulu aux millions d'applications connectées. Alors, imaginons qu'on a développé fonctionnalité par fonctionnalité grâce à la méthode Scrum. On se retrouve avec un unique serveur qui contient toutes les fonctionnalités. Un serveur qui contient tout le comportement fonctionnel, on appelle ça un monolithe. Les trucs pointus là? Pas forcément. Un menhir est un monolithe, mais un monolithe n'est pas forcément un menhir. Bon bref, on s'égare. Avoir toutes les fonctionnalités sur un même serveur, c'est risqué. Ton service est assujetti à l'échec. Imaginons qu'une fonctionnalité pas très importante pour les utilisateurs plante et fasse crasher le serveur. Par exemple, la fonctionnalité permettant d'ajouter un écran sur l'application Netflix. Imagine que quand quelqu'un ajoute un nouvel écran, ça fasse planter le serveur et plus personne ne peut regarder de vidéo. Ben, tu te retrouves à avoir ton application indisponible en production à cause d'une fonctionnalité qui est rarement utilisée. Ah, tristouille! Comment on corrige ça en fait? On a créé différentes architectures pour essayer de régler ce problème. L'une d'elles s'appelle l'architecture microservice ou encore l'architecture distribuée. Le but est de séparer les responsabilités. On va distribuer de manière intelligente la logique fonctionnelle en découpant notre serveur en plusieurs services qui vont communiquer entre eux. Typiquement, pour reprendre notre schéma, on va créer un nouveau service qui est un serveur sur lequel on va déporter la fonctionnalité ajouter un écran qui sera lui aussi connecté à la base de données et aux applications. Voilà, ça c'est l'idée générale. Pour information, voici un schéma représentant tous les microservices de Netflix. Il y en a plus d'1 millier de microservices. Des microservices qui sauvegardent d'autres microservices. Des microservices qui gèrent les cas d'erreur pour d'autres microservices. Et même des microservices qui tuent des microservices. Mais ça, on en reparlera plus tard. En action, ça ressemble à un truc comme ça. Petit questionnaire rapide. Si on veut calculer la disponibilité de nos serveurs avec des services qui ont un temps de disponibilité de 99,99%, combien de 9 représente la disponibilité de mon application dans le cas où mon application a besoin que les deux services fonctionnent correctement?
Easy, 99,99. Et non, perdu, c'est 99,98% parce que ça se multiplie. Donc attends, on fait des microservices et on perd en disponibilité? Oui, mais si et uniquement si ton application a besoin des deux pour fonctionner. Ça s'appelle le blast radius. C'est le rayon d'explosion de ton infrastructure. Si un service qui crache fait planter toute ta plateforme, c'est que ton blast radius est énorme. Le but étant de le minimiser le plus possible. Changeons de schéma. En regardant le schéma de Netflix, on s'aperçoit rapidement qu'une architecture microservice, ça ressemble plus à ça. Une application qui interroge un service A et un service B, puis le B dépend du service C, le A dépend du service D, le C interroge le D, et le D dépend de la base de données. Qu'est-ce qui se passe si le service D crache? Tu nous prends pour qui? On tourne en rond là? On arrive au même problème qu'au début? Exactement. Comme le dit Matt Jordan, Dev Manager chez AWS, si on implémente mal nos microservices, on se retrouve non pas avec une architecture distribuée, mais avec un monolithe distribué. On vient de le voir, le monolithe distribué est pire que le monolithe seul. Super, tu nous as expliqué tout ça depuis tout à l'heure pour rien? Pas tout à fait. Comme l'explique Pascal Martin, que je remercie pour m'avoir aidé à coécrire cette vidéo, il explique dans une excellente conférence disponible en description, si nous avons une application qui vient chercher un service A, qui lui va chercher un service B, qui lui-même va interroger la base de données, au lieu d'avoir une architecture distribuée, on a un splendide monolithe distribué. Il faut correctement implémenter l'architecture microservice. Il faut que A soit indépendant. Il faut donc inverser la flèche. Ce n'est pas à A d'interroger B, mais à B d'avertir A de manière asynchrone. Et à A de maintenir à jour sa propre base de données. A est de ce fait indépendant. Peu importe l'état du service B, le service A continuera de fonctionner. Si le service B est planté, le service A sera dans un état dégradé. Un état dégradé, c'est par exemple un état où les dernières données qu'il aura seront peut-être un peu vieilles. Mais tu préfères que l'application Netflix ne s'ouvre plus ou l'application Netflix fonctionne mais sans les nouveaux films sortis la semaine dernière? Ah bah oui, moi je préfère que l'application fonctionne quand même, c'est plus utile pour regarder Netflix. Mais c'est quoi le rapport avec les X9? Ce qui compte c'est le ressenti utilisateur, quand tu ouvres l'application, que ça fonctionne bien, que ça soit pas lent. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Les X9, c'est utile si tu vends un service où le ressenti est basé sur la disponibilité. Un service de base de données par exemple. Mais dans la plupart des cas, ce qui compte, c'est le ressenti utilisateur. On base trop nos métriques sur la consommation CPU, ou encore savoir si un serveur répond. Mais il faut redéfinir notre vision de l'information utile, recentrer la résilience sur notre vrai besoin, le ressenti utilisateur. Est-ce que l'application s'ouvre? Est-ce que l'application n'est pas trop lente? Est-ce que les données sont récentes? Ok. Alors si je résume, l'architecture microservice, c'est développer des services qui doivent être le plus indépendants possible en connaissant nos métriques de ce que nous considérons comme un état dégradé acceptable. Magnifique synthèse. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Je vais juste rajouter une belle citation faite par Charity dans son article sur opensource.com en description. Une vraie architecture microservice n'est jamais opérationnelle. Elle est perpétuellement dans un état partiellement dégradé. Voilà. Tu as un dernier mot à partager avec nous peut-être? Un nervy. Un quoi? Un nervy. Un quoi? Un serial killer quoi. Ah, un nervy.